Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Isabelle Job-Basile, directrice d'études économiques du Crédit Agricole. Bonjour. Bonjour David. Ravi de vous retrouver. On a beaucoup parlé de la Chine hier, mais on va en reparler un petit peu ensemble. J'écoutais Bruno Le Maire qui plaide évidemment pour un partenariat économique équilibré, ce sont ses mots, avec la Chine. On est très loin aujourd'hui, 46 milliards pour la France de déficit commercial à notre détriment. On se dit que c'est un peu un vœu pieux comme objectif, surtout que j'ai aussi écouté le président chinois qui nous dit le soi-disant problème de surcapacité chinois n'existe pas. Je me dis qu'ils ne sont déjà pas d'accord sur le diagnostic. Et comment il peut ne pas voir l'évidence ? Alors, c'est pas qu'il ne veut pas voir l'évidence, Oui, c'est qu'il semblant. connaît l'évidence, sauf que lui, il défend ses propres intérêts. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate en Chine, c'est que la Chine ne va pas très bien du point de vue économique. On a ce marasme. Plus 5% et quelques de croissance au premier trimestre, oui, si on croit les statistiques. Oui, évidemment. déjà, enfin voilà, se dire est-ce que ces statistiques sont vraies, sont véridiques, bon, c'est déjà un point d'interrogation, mais surtout, c'est de se dire on est loin des rythmes de croissance qu'on a connus dans le passé. Et par ailleurs, comme je le disais, on est vraiment dans une espèce de trajectoire de ralentissement de l'activité qui est à la fois conjoncturelle et structurelle. En Chine. Donc en Chine, du côté chinois aujourd'hui, on a ce problème immobilier, ce qui fait que les agents économiques qui sont exposés à la sphère immobilière sont tous en train de chercher de se désendetter. Donc on a eu tous les promoteurs immobiliers, on a eu quand même la faillite d'à peu près la moitié des promoteurs immobiliers. Vous avez les problèmes des collectivités locales qui dépendaient beaucoup de ce marché immobilier de vente de terrain, etc., qui sont elles-mêmes très endettées. Et puis même les ménages chinois, 70% de leur patrimoine est investi en immobilier. Gloops. Et donc tout ceci fait que vous voyez que tout le monde, pour ceux qui sont très endettés et exposés, cherche à prendre la porte de sortie, ce qui n'est pas le cas peut-être des ménages, mais les ménages, eux, ça les inquiète et ça pèse sur la confiance. Exactement. Et donc on n'a pas le moteur de croissance qu'attendaient frénétiquement les autorités chinoises de faire rebasculer leur économie vers une économie plus tirée par des composantes domestiques, par la consommation. Et comme c'est pas le cas, la consommation, elle manque à l'appel. Et comme ça, elle manque à l'appel, cette consommation, eh bien, il faut qu'un autre moteur prenne le relais. Exactement. Comment on peut expliquer à Xi Jinping, qui le sait, qu'il y a bien des surcapacités avec des aides déguisées, encore une fois, dans beaucoup d'industries en Chine ? Alors, simplement, vous êtes dans des rapports de force. Ouais. Donc, chacun y va de son intérêt économique. Donc, oui, bien évidemment, du côté des Européens, on souligne d'ailleurs, il y a une enquête qui est ouverte. Oui, plusieurs enquêtes sur ces subventions massives, et notamment aux véhicules électriques. Ouais. Et puis, inversement, oui, le fait c'est qu'il y a des surcapacités compte tenu d'un manque de consommation et d'achat au niveau de la Chine. Qui doit s'écouler. Et lui, ce que veut la Chine, c'est effectivement écouler ces surcapacités. Et donc, c'est un jeu en termes de rapport de force entre les Oui, mais avec des règles qui ne sont pas équitables. Les conditions de marché, les conditions de concurrence ne sont pas équitables, évidemment, entre les zones. L'accès réciproque au marché de l'un et de l'autre ne l'est pas. Ces règles de marché, Pékin n'en veut pas. Mais ça fait très longtemps que ces règles sauf qu'il faut au bout d'un moment, sont inéquitables. Il faut en tirer toutes les conséquences. C'est ce que font aujourd'hui les États-Unis. Le marché américain, même si je pense qu'il faut se méfier de cette idée de découplage entre les États-Unis et la Chine, parce qu'on a quand même énormément encore d'échanges et de commerce entre ces deux grands rivaux stratégiques. Mais progressivement, on voit bien que pour des intérêts stratégiques américains, les États-Unis ont plutôt tendance à refermer leur marché sur des composantes particulières, notamment de haute technologie. Et que, en Europe, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'il faut arriver à s'entendre à 27 et que les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Notamment les intérêts des Allemands. Et voilà, les Allemands, on voyait bien que l'Allemagne est en plein doute sur son modèle économique, qui était donc ce modèle de compétitivité industrielle qu'on pourrait qualifier un peu mercantiliste. Et donc, ils ont pu accès à cette énergie bon marché qui donnait de la compétitivité, exactement, qui leur donnait de la compétitivité sur leur industrie. Et de l'autre, ils ont perdu ça, mais ils ne voudraient pas perdre leurs débouchés. Et ce qui a fait souvent accélérer la croissance en Allemagne, c'est le débouché chinois. Et donc, on voit bien d'ailleurs que M. Scholz est allé en Chine, probablement pour aussi défendre un certain nombre d'intérêts. On a du mal de parler d'une seule voix en Europe sur la problématique. Face à ce rouleau compresseur chinois, que peut négocier, décrocher l'Europe ? Ça peut être que via l'Europe. Le président français
il faut se servir de la force de frappe de l'Europe, même si on a eu l'arrêt il n'y aura pas de surtaxe sur le cognac français, ça on a compris, on a réussi à décrocher ça. Ben, comme je disais, on est vraiment dans des rapports de force, et là où on peut faire un levier, c'est sur l'accès à notre marché intérieur. Christian Saint-Etienne, qui était à votre place, l'économiste hier, disait qu'il faut augmenter, surtaxer de 30 à 40% les produits chinois. Alors après, il faut faire attention, c'est toujours très compliqué, parce que si vous commencez... Mais voilà, bien évidemment, vous êtes dans une affaire de surenchère et... Vu qu'on se marchait dessus déjà, autant qu'à faire répondre, non ? Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre, mais il faut quand même mesurer les avantages et les inconvénients, de voir qu'est-ce qu'on peut négocier en termes de rapport de force avec la Chine, sachant que oui, si on se met à remonter... la Chine, elle a besoin de nous. Comme nous, on a probablement aussi besoin de la Chine. Donc, c'est de trouver le bon équilibre de manière à continuer de commercer, même si, bien évidemment, oui, et on comprend bien qu'il faudra probablement rééquilibrer les conditions de concurrence via probablement un protectionnisme qu'on pourrait dire un peu intelligent. Et notamment qui joue sur les aspects de transition. Les aspects de transition et aujourd'hui, dans la transition... Sur les éoliennes, 80% du marché est chinois. Oui, certes. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre, comme le prix du carbone, la taxation carbone, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, a bien cette idée de rééquilibrer les questions de concurrence sur le volet écologique. C'est toujours, là, normalement, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on s'est entendu au niveau européen, donc ça doit rentrer à un moment donné en vigueur, je crois, me semble-t-il, c'est à partir de 2026, si je ne me trompe pas. Mais force est de reconnaître, c'est toujours compliqué parce que c'est en termes d'application. Aujourd'hui, ça va concerner qu'un certain nombre de secteurs, comme par exemple les secteurs les plus énergivores, donc les plus émetteurs de carbone, comme par exemple l'acier. Donc là où on va imposer un mécanisme d'une taxe carbone, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais ça veut dire que quand vous allez importer de l'acier de Chine, il sera taxé. Mais en revanche, si vous importez des véhicules électriques de Chine qui comprennent de l'acier, eux ne seront pas taxés parce que ça ne fait pas partie du mécanisme d'ajustement. Donc vous voyez, on est quand même, voilà, on a du mal à avoir une politique un peu qui soit un peu globale, d'appréhension globale. Et en attendant, on perd des parts de marché, notamment dans les voitures électriques, on n'en gagne pas dans le solaire, dans l'éolien. Alors je suis d'accord. On est entièrement d'accord. Il faut bien évidemment protéger ces industries, ce que font très bien les Américains, ou alors ils mettent le coup d'accélérateur sur l'industrie verte, les technologies vertes, les énergies propres au travers de ces... Les deux n'étant pas incompatibles. Voilà, les deux n'étant pas incompatibles. En même temps, pour aller un petit peu impertinente, de se dire, si on se dit finalement que la priorité des priorités, c'est de décarboner nos économies. Est-ce qu'on doit se couper de l'importation de véhicules électriques, un très bon marché, et qui vont permettre à nombre de ménages de pouvoir avoir accès? Jean Jouzel, le climatologue, m'expliquait qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le vrai sujet, il est en Asie. Il est ailleurs qu'en Europe. Sur les émissions de CO2. Après, mais c'est certain. De toute façon, on voit très... il y a les deux grands émetteurs. Respecter ces émissions, encore une fois, les baisses d'émissions de gaz à effet de serre, et si la contrepartie, c'est de voir nos industries, nos emplois laminés, la question peut être posée. Bien sûr, la question peut être posée. Après, on sait que les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, Chine, États-Unis. Et effectivement, que l'Europe, de ce point de vue-là, est plutôt le bon élève mais à quel prix de la classe. À quel prix? Le fait est, c'est qu'on a été très en avance sur ces questions de transition. On voit bien, typiquement la France, il y a aussi des choix qui ont été faits dans le passé, depuis très longtemps. Le nucléaire, en l'occurrence, est une énergie qui est décarbonée et donc qui permet à la France, par rapport à d'autres pays, d'avoir une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Dans l'actualité également, Isabelle Jobbazil, il faut qu'on parle de la Fed rapidement pour se dire qu'on a compris le message de Jérôme Powell. Le retour à 2% d'inflation aux États-Unis prendra plus de temps. Mais tiens, si l'inflation ne revenait pas à 2%? Quel est le problème? Non, mais est-ce qu'elle sera en capacité? Non, mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que la Fed sera en capacité à baisser ses taux d'intérêt autant que les marchés financiers l'attendent? Est-ce que c'est un problème si on ne revient pas à 2%? Moi, je pense que non, mais c'est leur objectif. Voilà, alors c'est une cible
Il ne vous aura pas échappé qu'en plus cette cible est symétrique. Aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et que c'est un objectif de moyen terme, donc ce n'est pas dans l'immédiat. Donc on peut très bien vivre, et je pense que la Fed peut très bien vivre avec 2,5-3% d'inflation. Si cette inflation elle reste stable et qu'on n'est pas dans ces dynamiques d'emballement et de spirale inflationniste, elle peut très bien vivre. Elle pourra baisser ses taux d'intérêt cette année, l'année prochaine, tout en restant autour de 2,5 ou 3% d'inflation. C'est tout à fait possible dans la mesure où, comme je le disais, sa cible elle est sur le moyen terme. Et par ailleurs, elle peut très bien dire je ne veux pas stimuler mon économie, je ne veux pas non plus la réfréner, je vais chercher à être dans la neutralité, de ne pas obstruer les canaux de fonctionnement de mon économie. Et force est de constater que ce taux neutre, aujourd'hui, il est évalué autour de 3-3,5% aux États-Unis, ce qui lui laisse une marge de manœuvre pour baisser ces taux sans être un facteur d'impulsion positif sur l'économie. Côté BCE, elle va bouger en premier, c'est quasiment sûr, on aura une baisse de taux au mois de juin. Au-delà de la question de savoir quelle sera la suite avec 3 baisses de taux de plus ou au final cette année. Au-delà de ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, et c'est une nouveauté, une divergence de politique monétaire entre la BCE et la Fed? C'est la première fois dans l'histoire, je crois, que la BCE dégaine avant la Fed. Alors oui, est-ce qu'on est dans des divergences? Non. Puisqu'en fait, je crois que Jérôme Powell a été très clair que le prochain mouvement qu'il y aurait sur les taux, ça serait une baisse des taux. Donc on est bien dans cette idée qu'on va avoir... Ça peut être cette année ou l'année prochaine. Oui, mais ce n'est pas une divergence. La divergence, ça serait que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux et que la Fed remonte ses taux. Ce qui a été à un moment donné, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, c'était dans les tuyaux, il y avait certains qui pariaient que le prochain mouvement de la Fed, ça pourrait être potentiellement... C'était avant les chiffres de l'emploi qui ont montré un refroidissement du marché de l'emploi. Donc non, on n'est pas... dans cette idée de divergence. En revanche, on risque d'aller sur des rythmes un petit peu différents. Et là, ça peut poser problème. Ça peut poser problème sur le taux de change. Donc il faudra voir ce qui se passe. Pour le moment, même si les marchés ont revu leurs anticipations, c'est-à-dire qu'ils prévoient moins de baisse aux États-Unis, continuent à prévoir un petit peu plus, donc une BCE qui dégaine plus vite et qui va baisser un petit peu plus vite. Pour autant, ça pèse sur l'euro, ça pourrait. Voilà, jusqu'à présent, force est de constater que ça n'a pas eu beaucoup d'effets. Mais en théorie, ça pourrait faire baisser l'euro et donc apporter de l'inflation en zone euro. Donc, typiquement, si vous mettez dans la tête de la BCE, donc elle va quasiment préannoncé, donc baisser ses taux en juin. Si finalement la Fed ne fait rien et ne fait rien jusqu'à la fin de l'année, va se poser la question de ce que doit faire la BCE si, en l'occurrence, à ce moment-là, on a des pressions baissières sur l'euro. J'aurais tendance à dire qu'elle pourrait patienter un petit peu plus, si besoin était. Mais si l'euro ne bouge pas et qu'elle a cette capacité à pouvoir continuer sa baisse des taux, elle le fera dans la mesure où on a quand même des écarts de croissance qui sont très favorables aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même problématique. Exactement. Autant l'inflation est un peu tenace des deux côtés, parce que c'est toujours le dernier kilomètre qui est un petit peu plus difficile à réaliser, mais autant en termes de différentiel de croissance, on a clairement un avantage du côté américain. On finit là-dessus. Jérôme Powell qui affirme que l'imminence de l'élection présidentielle américaine n'influera pas les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt. On le croit ou on ne le croit pas? Déjà, il ne peut pas dire autrement. Il peut pas... Enfin voilà, je pense qu'il ne peut pas dire que ça a une influence. Normalement, la sacro-sainte indépendance de la Banque centrale fait qu'elle ne doit surtout pas prendre en compte de la politique pour prendre des décisions de politique monétaire, sachant que son mandat, c'est un mandat équilibré aux États-Unis, c'est le maximum d'emploi et donc de croissance sous contrainte d'inflation. Et donc c'est par ce prisme qu'elle doit envisager sa politique monétaire. Allez, merci pour cet entretien avec Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques du Crédit Agricole, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.